Alors, bienvenue aux gens qui se branchent présentement. On va attendre encore quelques minutes. On a plusieurs inscrits, donc on va vous laisser tranquillement entrer dans notre salle virtuelle, notre super salle de conférence pour ce midi. Alors, on va encore laisser peut-être une petite minute avant d'amorcer le webinaire. Donc, alors, allons-y. On est présentement à 95 personnes en ligne. On a jusqu'à 202 abonnés qui se sont inscrits pour ce webinaire aujourd'hui. Mon nom est Mélanie Baudouin. Je suis heureuse d'être avec vous ce midi. Je suis coordonnatrice de l'équipe en changement climatique à l'Institut national de santé publique du Québec. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour ce premier d'une série de webinaires qu'on amorce avec vous aujourd'hui. On est très heureux, fébrile un peu à l'annonce de cette série de webinaires qu'on commence, qui aura lieu en fait à toutes les 3 semaines pour la prochaine saison, donc la saison 2021-2022. C'est un webinaire, en fait, cette idée de webinaire est née d'un désir de partager un peu plus les travaux que fait l'équipe changement climatique à l'INSPQ. En fait, les équipes, parce qu'il n'y a pas que l'équipe en santé environnementale qui travaille sur les changements climatiques, comme vous le voyez aujourd'hui, avec une présentation sur la maladie de Lyme. Et aussi ceux de nos différents partenaires, des partenaires dans les OBNL des différents ministères. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de partager ça avec vous et puis d'initier ce dialogue-là avec des acteurs de santé publique qui sont le public cible de notre série de webinaires, mais qui s'adresse également à tout participant là, qui est intéressé par les changements climatiques et la santé, que ce soit dans d'autres ministères au sein des universités, les étudiants. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de partager avec vous. Notre prochain webinaire aura lieu le 4 novembre. Ce sera sur le projet Construire avec le climat de notre partenaire Vivre en Ville. Et puis, on aura plusieurs autres webinaires sur les impacts psychosociaux de différents aléas, sur les îlots de chaleur urbains, sur des projets de température-chaleur dans les logements. Donc, vraiment une belle programmation qui s'en vient, qui sera diffusée prochainement, probablement la semaine prochaine. Donc, surveillez bien vos boîtes courriels, ce sera annoncé bientôt. Donc, je vous laisse maintenant avec Tamari Langlais, qui est la responsable. Hein. Moi, je suis la coordonnatrice de l'équipe changement climatique, mais Tamari, c'est celle qui a travaillé fort à vous mettre sur pied cette programmation, à contacter les conférenciers. Donc, elle a fait un boulot extraordinaire et je vous laisse en sa compagnie pour la prochaine heure. C'est celle qui fera l'animation de ce webinaire. Merci beaucoup à tous et puis bon webinaire, oui. On ne t'entend pas, Tamari. OK.
Bon, maintenant, vous m'entendez? OK. Merci beaucoup, Mélanie, pour cette belle introduction. Donc, mon nom est Tamarie Langlais. Je suis conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Je vais être votre animatrice pour la prochaine heure. Le webinaire aujourd'hui va comporter 2 présentations en lien avec la maladie de Lyme. La première va porter sur l'incidence de la maladie de Lyme et son évolution en fonction des scénarios climatiques. Et la deuxième va présenter un projet de formation d'ambassadeurs et d'ambassadrices sur les maladies transmises par les tiques. Donc, c'est un projet qui visait à relever certains défis de sensibilisation et de surveillance des zoonoses au Québec. Chaque présentation va être d'une durée approximative de 15 minutes et chacune sera suivie d'une période de questions d'environ 10 minutes. Pour sauver du temps, on vous demande pour poser une question, s'il vous plaît, de l'écrire dans la fenêtre de clavardage. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et il va être déposé sur le site web de l'Institut national de santé publique du Québec pour qu'il soit possible de le visionner en différé et aussi, si vous voulez le relayer à toute autre personne là, qui pourrait être intéressée, ça va être possible. Le lien qui vous permettra d'accéder à cet enregistrement va vous être envoyé par courriel là, quelques jours après l'événement. Donc, je vous demanderai maintenant à tous les participants de fermer votre micro, s'il vous plaît, et votre caméra aussi, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, sans plus tarder, ça me fait plaisir de vous présenter notre première conférencière. Oui, c'est bon, merci, tu as allumé ta caméra. Donc, Marion Ripoche, bienvenue. Marion est conseillère scientifique spécialisée à l'INSPQ depuis 3 ans dans l'équipe zoonose de l'unité surveillance, évaluation de risques et contrôle des maladies infectieuses. Elle fait également partie du comité de gestion des cas et des contacts de COVID-19 depuis juillet 2020. Elle est vétérinaire de formation et elle a obtenu en 2018 un doctorat en épidémiologie de l'Université de Montréal. Ses travaux de thèse portaient sur l'utilisation des données entomologiques pour estimer le risque associé aux maladies vectorielles émergentes au Québec. Elle travaille actuellement sur différents projets en lien avec la maladie de Lyme et les maladies vectorielles au Québec. Donc, Marion, à toi la parole. Merci, bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que là, vous le voyez? Ah non, je n'ai pas fait share encore. Est-ce que vous voyez bien tous l'écran? Je vais mettre en présentation. Oui, on voit bien. Donc, j'ai été invitée ici pour vous présenter le projet sur lequel je travaille actuellement, qui donc porte sur le fardeau de la maladie de Lyme au Québec en fonction des scénarios climatiques. Donc, la présentation va suivre le déroulement de l'étude. Je vais vous présenter le contexte de cette étude pour qu'on a décidé de commencer à faire ce projet, l'équipe qui travaille dessus, les objectifs, la méthodologie. Quelques résultats préliminaires. L'étude n'est pas encore terminée, donc je ne peux pas vous présenter encore tous les résultats, mais vous saurez au moins ce qui s'en vient dans les prochains mois. Puis on discutera des limites de l'étude, puis qu'est-ce que ça nous apporte comme perspective, puis conclusion du projet. Donc, la plupart d'entre vous, j'imagine, sont bien au fait de la maladie de Lyme, et pour ceux qui ne sont moins au courant, donc je vais quand même vous redire que la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est causée par une bactérie, Borrelia burgdorferi, qui est forcément transmise d'un hôte à un autre par une tique. Et au Québec, c'est la tique Ixodes scapularis, que vous pouvez voir ici en haut. C'est une tique qui vit dans les milieux boisés, forestiers. Donc ici au Québec, les forêts d'érablières, les forêts feuillues mixtes sont son environnement favori. Depuis plusieurs années, on a constaté une augmentation du nombre de cas déclarés au Québec. La maladie de Lyme est une maladie à déclaration obligatoire depuis plusieurs années au Québec, donc ça nous permet de suivre le nombre de cas par année déclarés et le taux d'incidence. Cette augmentation du nombre de cas est en partie liée, on pense,
au changement climatique, mais dans le sens où on voit une progression des tiques sur le territoire québécois. Elles étaient au départ plutôt aux États-Unis, puis elles remontent vers le nord. Et les changements climatiques vont augmenter cette progression vers le nord en leur permettant de survivre dans des environnements où elles ne pouvaient pas auparavant. Et sur une même année aussi, leur activité qui dépend de la température va être plus longue. Donc, elles vont commencer leur activité plus tôt au printemps et pouvoir la terminer plus tôt en automne. Donc, il y a plus de risques d'exposition avec une tique. Puis en parallèle, les changements climatiques ou le fait qu'on ait des températures plus chaudes, plus vite en début d'année, plus longtemps dans la saison, ça augmente les activités de plein air des humains et donc les risques de contact avec la tique et par la suite d'être infecté par la bactérie et de contracter la maladie. Donc sur les cartes, vous pouvez voir des modélisations qui ont été faites en 2008 qui montre comment on pense que la maladie, pas la maladie justement, la tique pourrait se répartir sur le territoire en fonction des scénarios climatiques qui sont envisagés. Donc là, c'est le scénario moyen qui est présenté, mais on voit que entre la situation actuelle et la situation pour les prochaines années jusqu'en 2050, on voit une augmentation de l'aire de répartition de la tique et donc plus de possibilités de contact avec l'être humain. L'idée de notre projet, c'était que même si on voit toutes ces choses, on a encore le fardeau est encore peu connu au Québec. On a une bonne idée de l'épidémiologie. L'aspect clinique est encore assez épars. Et puis l'aspect économique n'est pas du tout abordé au point de vue du Québec. Donc l'idée du projet, c'était d'essayer de comprendre ce fardeau actuellement et puis essayer de voir qu'est-ce qui nous attend jusqu'en 2050. On n'a pas voulu aller plus loin que 2050 parce qu'on voulait rester dans des zones de projection avec des incertitudes encore acceptables, puisqu'on sait que les modèles, que ce soit des modèles climatiques ou même des modèles de population humaine, plus on s'éloigne dans le temps, plus l'incertitude liée à ces projections est grande, ce qui n'est pas forcément un atout pour essayer de réfléchir après à la situation. Donc, on avait 3 objectifs dans notre étude. Qui ont finalement divisé l'étude en 3 volets. Donc, déterminer les caractéristiques épidémiologiques et cliniques actuelles des cas de maladie de Lyme, essayer de faire une première estimation des coûts directs donc associés à la maladie de Lyme, que ce soit pour le système de santé, pour traiter les personnes qui ont la maladie de Lyme, pour tout ce qui a trait aux tests sérologiques, par exemple, mais aussi en termes de santé publique, essayer de voir ce que ça représente, la surveillance, les enquêtes, les régions qui sont concernées ou pas par la maladie de Lyme. Puis on s'est arrêté au coût direct qui était accessible par les données, mais on n'a pas pu évaluer les coûts indirects comme par exemple l'absentéisme, l'arrêt de travail ou des choses comme ça qui sont moins objectifs. Puis la dernière partie du projet, c'était d'estimer l'évolution jusqu'en 2050 du fardeau. Donc finalement, le nombre de cas actuels en 2019, qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à quel nombre de cas en 2050, ce qui permet après d'estimer le coût et comment ça va évoluer pour chaque région. Donc l'équipe, donc tout d'abord le projet a été soumis au Fonds vert et donc est subventionné par le Fonds vert dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec, donc le MIPAC qui a fini récemment. Et le projet a commencé en 2019-2020 et se termine en 2022. Notre équipe de recherche, on l'a constituée avec des personnes de l'INSPQ et du Laboratoire de santé publique du Québec pour avoir une bonne expertise des tests de laboratoire, de comment se fait la surveillance. On a l'accès aux données de surveillance, mais on a également voulu inclure d'autres personnes pour que notre équipe soit plus diversifiée, donc avec des personnes des SP qui peuvent nous expliquer mieux comment ça se passe sur le terrain, qui sont plus en lien avec le terrain, le système de santé, puis les enquêtes épidémiologiques, puis d'autres personnes de l'Agence de santé publique du Canada, aussi de l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal, pour avoir un regard plus large sur le fardeau, que ce soit d'un point de vue épidémiologique, économique, clinique ou pour faire les projections. En mettant ensemble toutes nos idées, ça permettait d'avoir un tableau plus large. Donc, la méthodologie. Donc, dans la première partie, sur le fardeau épidémiologique, on veut dresser
portrait épidémiologique des cas de maladie de Lyme déclarés donc, au Québec. Donc, on s'est basé sur le registre des maladies à déclaration obligatoire sur la période 2015-2019. On a choisi cette période pour avoir un nombre de cas suffisant. On a environ 1500 cas analysables. Mais aussi, à partir de 2015, c'est la période où la surveillance est plus standardisée au Québec. On estime que c'est aussi une période où les médecins sont plus au courant de la maladie, la population également. Et aussi, les divisions administratives du Québec ont arrêté de bouger, ce qui facilite le décompte de cas par région, par exemple, et pour pouvoir comparer les régions entre elles d'une année à l'autre. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est assez classiquement regarder le nombre de cas, l'âge, le sexe, la distribution géographique, comment ces cas se répartissent dans le temps au cours d'une année, puis regarder un peu qui déclare ces cas. Est-ce que c'est le médecin ou le laboratoire? On verra après ce que ça nous permet de comprendre. Pour la partie clinique, il faut savoir que dans le registre MADO des cas de maladie de Lyme, en tout cas, on n'a pas d'informations sur les signes cliniques. Donc, on n'a pas pu analyser directement ces données. On s'est basé sur des rapports qui sont publiés par certaines régions qui informent un peu sur les signes cliniques qui, eux récoltent lors des enquêtes épidémiologiques. Et on s'est aussi basé sur une étude de l'Université de Sherbrooke qui portait sur l'analyse des cas en Estrie-Montérégie entre 2004 et 2017. Tous les cas, entre guillemets, graves, donc ceux qui avaient un test de laboratoire positif et qui avaient fait une consultation à l'hôpital. Donc là, eux ont plus de détails sur le dossier médical et sur les signes cliniques. Et par le biais du mémoire de maîtrise publié, on a pu accéder à certaines données. Donc l'idée, c'était d'avoir c'est quoi le stade clinique des personnes au moment de la déclaration du diagnostic, les signes cliniques, puis quelle est la proportion de personnes qui sont hospitalisées. Pour la partie fardeau économique, si certains d'entre vous ont déjà lu des études sur le fardeau économique ou le coût d'une maladie, souvent c'est la partie cas clinique qui va être traitée. On a souvent une revue détaillée de combien coûte chaque cas en fonction du traitement, en fonction de la durée de l'hospitalisation, des consultations médicales. Donc c'est une partie qu'on a effectivement voulu traiter, mais on a aussi voulu voir plus large que ça et se dire la maladie de Lyme, c'est aussi toutes les personnes qui sont exposées aux tiques, qui vont aller voir leur médecin suite à une piqûre de tique, mais la tique va être retirée dans les temps, la personne ne va pas forcément tomber malade, mais elle a quand même été consulter un médecin. Certaines personnes vont avoir la prophylaxie post-exposition, qui est une dose de doxycycline en prévention suite à une piqûre de tique. Puis, on a aussi tous les tests de dépistage qui sont demandés par les médecins dans tous les diagnostics différentiels qu'ils sont amenés à faire dans leur pratique. Donc, ça aussi, ça a un coût important. Et puis, toute la partie surveillance de la maladie de Lyme, que ce soit la surveillance humaine ou la surveillance des tiques sur le territoire. Enfin, la dernière partie, c'est la projection, essayer de projeter ces données jusqu'en 2050. Donc, la méthode qu'on a utilisée, c'est finalement essayer de faire des rapports de proportion. Donc, si en 2019, on a pris 2019 comme année de référence parce que c'est l'année où on a le plus de cas. Si en 2019, on a 400 cas, dans la mesure où on sait que la population du Québec est amenée à augmenter dans le temps, en fonction des données de l'Institut de la statistique du Québec, juste par le fait de l'augmentation de la population du Québec, on peut se demander ça donnera combien de cas en 2050. Mais on sait qu'il n'y a pas juste la population du Québec qui va évoluer, il y a aussi les tiques et leur distribution sur le territoire. Donc, à partir de modèles qui nous indiquent comment les tiques vont se répartir sur le territoire, comment elles vont s'établir, et l'un des facteurs qui permet de mieux comprendre où les tiques sont susceptibles de s'installer, c'est un indicateur de température, donc les degrés jour. C'est en fait le nombre on additionne tous les degrés au-dessus de 0 pour une année, pour une municipalité. Et des modèles ont montré qu'au-dessus de 2800, c'était un environnement qui était compatible avec la survie des tiques. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura à cet endroit-là, mais c'est un endroit où elles sont capables de s'installer. Donc, en combinant
là où sont les tiques actuellement, là où on pense qu'elles seront plus tard, en fonction de différents scénarios climatiques. De la même manière, on peut estimer, si en 2019 on a 400 cas, on peut estimer le nombre de cas en 2050. Donc, je vais rapidement présenter quelques résultats préliminaires sur la partie épidémiologique. Donc, la plupart des résultats sont connus, j'imagine, pour la plupart d'entre vous. Entre 2015 et 2019, on voit une augmentation du nombre de cas acquis au Québec surtout. Donc, on a le taux d'incidence a augmenté. Ces cas se retrouvent surtout entre juin et août. Donc, le début des symptômes, c'est souvent juin et août. Mais on voit qu'il y a aussi des cas finalement tout au long de l'année. Donc, pour un médecin, il faut qu'il ait l'idée que des personnes présentant des symptômes de maladie de Lyme peuvent se présenter tout au long de l'année et pas seulement à la période où on sait que les tiques sont présentes dans l'environnement. En termes d'âge et de sexe, donc on a une plus grande proportion d'hommes que de femmes. La distribution de l'âge est bimodale avec un premier pic vers les 5-15 ans, puis un deuxième pic vers les 55-65 ans. Puis c'est des données qu'on retrouve au niveau canadien ou dans les autres provinces. Une chose qui est intéressante, c'est de voir donc, où sont acquis les cas. C'est quelque chose qui est, je pense, assez souvent présenté. On sait que c'est l'Estrie, la Montérégie qui sont les régions les plus concernées par la maladie de Lyme, que les cas se concentrent finalement dans le sud du Québec. Mais une chose qu'on a voulu voir, c'était finalement ces gens qui ont la maladie de Lyme, où est-ce qu'ils habitent? Et là, on se rend compte que si la plupart d'entre eux habitent effectivement Montérégie, Estrie et vont acquérir l'infection dans leur région, c'est les barres en violette. Il y a aussi d'autres régions, comme par exemple Montréal, alors qu'il n'y a quasiment aucun cas qui a été acquis à Montréal. La région de Montréal, que ce soit le système de santé, les médecins ou la direction de santé publique, doivent finalement gérer plus de 200 cas sur les 5 années, des cas qui sont acquis dans d'autres régions ou en dehors du Québec. Donc, il y a comme une différence de savoir où sont acquis les cas. En termes d'épidémiologie, ça nous informe où sont les tiques, où est le risque. Mais savoir où habitent les cas, ça nous informe le fardeau réel pour les régions. Qu'est-ce qu'il en est? Et finalement, on se rend compte que toutes les régions sont concernées par la gestion des cas de maladie de Lyme, même si le cas a été acquis ailleurs. Rapidement, on a aussi regardé qui déclare les cas. Donc, on voit que les médecins en bleu déclarent la proportion de cas déclarés par les médecins augmente avec le temps. Et on voit en orange, c'est le délai entre le début des symptômes et la déclaration. Donc, quand ce délai est le délai de moins d'un mois, on voit qu'il y a de plus en plus de cas qui sont déclarés moins d'un mois après le début des symptômes. Donc, ça nous indique que les médecins ont une meilleure pratique, une meilleure connaissance de la maladie. Les personnes aussi de la population sont peut-être plus réactives en voyant certains symptômes d'aller consulter leur médecin. Donc, c'est encourageant pour l'avenir, même si on a plus de cas de maladie de Lyme. S'ils sont soignés suffisamment tôt, les conséquences sont moindres. Donc, les limites de l'étude, donc je n'ai pas pu vous présenter tous les résultats, ça sera pour plus tard, mais je voulais revenir sur certaines limites, c'est qu'on a certaines données donc, qui sont manquantes. Donc, comme je le disais, on n'a pas les données cliniques dans le registre des MADO. C'est récolté au niveau des régions, mais ensuite, ça ne transfère pas jusqu'au registre des MADO. L'idée initiale, c'était d'aller recueillir ces informations auprès des régions, mais à cause de la COVID-19, c'est arrivé juste au moment de la pandémie et fait que c'était plus possible d'aller demander ce travail supplémentaire aux régions. Mais pour l'avenir, c'est quelque chose auquel on pourrait réfléchir de comment mettre mieux en commun ces données. L'interprétation des résultats aussi doit toujours être tempérée, car on sait que les données de surveillance, ce n'est pas toutes les données. Les cas MADO qui sont déclarés répondent à des définitions nosologiques précises pour faire un suivi dans le temps. Mais il y a plein de cas qui ne correspondent pas aux définitions nosologiques, qui vont être diagnostiqués et traités correctement, mais on n'a pas le nombre réel, on n'a pas la prévalence réelle de la maladie au Québec. Comme je le disais, on a aussi une incertitude qui est liée au modèle. Donc, plus on additionne des incertitudes, plus nos modèles, plus nos résultats effectivement sont moins précis, mais ça permet de voir quand même dans quelle direction on s'en va et si vraiment comment doit être gérée la situation dans le futur. Puis effectivement, on s'est intéressé aux facteurs de changement climatique, mais il y a bien d'autres facteurs qui jouent sur la
la transmission de la maladie de Lyme, savoir déjà où sont les tiques, ça dépend de l'habitat, de la distribution des hôtes, ce n'est pas juste une question de température. On a toute l'activité humaine en parallèle. Est-ce que les gens vont faire beaucoup de plein air? Est-ce que le phénomène d'urbanisation va rentrer dans les zones où il y a plus de tiques? Et puis, ça dépend aussi des mesures de prévention que les gens sont capables de mettre en place par eux-mêmes. On sait que les tiques sont plus actives au printemps et l'automne. Si individuellement, chacun arrive à gérer ce risque, ça va diminuer aussi le nombre de cas. Donc, en conclusion, ce projet, c'est une première estimation du fardeau. On a vu que l'épidémiologie est assez classique. Puis comme je disais, les résultats cliniques, économiques et les projections seront disponibles dans l'année prochaine. Donc la perspective que nous donne ce projet, c'est qu'effectivement, on peut encore travailler à améliorer, à regrouper des données qui existent en plus au niveau des enquêtes épidémiologiques, par exemple. Essayer de prendre en compte les autres facteurs. Puis tout ça, avoir un portrait épidémiologique, clinique, économique, ça permet aussi de mieux réfléchir comment on pourrait gérer la maladie de Lyme dans les prochaines années, selon les régions, selon ce qu'on veut mettre en place comme surveillance ou comme gestion des cas. Donc je voulais juste remercier l'équipe du projet puis les personnes qui nous ont donné des données plus particulières sur certains points. Juste les références utilisées. Puis, je suis disponible pour vos questions. Je sais que ça a été rapide comme présentation, mais je peux répondre aux questions. Alors, merci beaucoup, Marion. Alors, je vais commencer à te poser les questions là, que je vois apparaître dans le clavardage. Il y avait quelqu'un qui avait demandé viable plus tard en automne ou plus tôt. Je suppose qu'on parle des tiques. Je pense que c'était pour la période d'activité des tiques en fonction de la température. Il faut savoir que les températures, elles sont actives au-dessus de 4 degrés. Donc, si notre printemps, s'il fait plus chaud dès le début du printemps et s'il fait plus chaud plus tard à l'automne, elles pourraient être actives plus longtemps et assurer leur cycle de reproduction plus facilement. Parfait. Une deuxième question. Quel scénario climatique a été utilisé pour estimer le fardeau en 2050? On a utilisé les trois scénarios. Celui qui dit que ça va continuer comme actuellement, donc le 4.5. Celui qui dit qu'on peut réduire une partie des émissions, le scénario 2.6, et puis aussi le scénario 8.5. Puis toutes ces données-là sont issues de données climatiques.ca, qui est un consortium entre Ouranos puis divers organismes qui font de la modélisation climatique, qui sont capables de fournir les données de projection pour tout le Canada en fonction des différents scénarios qu'on leur demande. Parfait, merci. Une autre question. Comment peut-on expliquer le fait qu'il y ait plus d'hommes atteints que de femmes? C'est toujours une question qu'on se pose quand on trouve ce genre de résultats. Ça peut être par l'activité, si les activités professionnelles comme les forestiers, les bûcherons, tout ce qui est très dans la forêt, les chasseurs, c'est peut-être des activités où les hommes sont plus présents que les femmes. Peut-être que les hommes font moins attention que les femmes. La différence n'est pas non plus très, très grande. Donc, il n'y a pas plus de... Je pense que c'est plus du comportement que d'une sensibilité aux tiques. C'est plus comportemental, sociétal, en fait. OK. Une question qui est peut-être liée à ça, c'était quelles sont les activités autres que le plein air qui exposent ces personnes? Je ne sais pas si par plein air, on voulait dire le plein air récréatif. En fait, toute activité qui se passe dans une forêt boisée, ça peut être aussi bien, donc souvent on pense au plein air, le camping, mais ça peut être effectivement toutes les activités professionnelles, les forestiers, même les personnes d'Hydro-Québec qui vont, je sais pas, faire leur ligne électrique dans la forêt, les gérants de tous ceux qui travaillent dans une érablière. En fait, dès qu'il y a une forêt, un boisé, il y a un risque quelque part. Parfait. Une question de clarification. Dans le graphique que tu avais présenté, les mois de décembre, janvier, février et mars, est-ce que c'était des mois de déclaration de cas ou d'acquisition de la maladie? C'était le début des symptômes. Okay. Donc, c'est quand les gens, lors de l'enquête, une des questions, c'est à quel moment avez-vous vu les premiers symptômes? Et les gens vont dire janvier, février.
OK. Donc, ils ont pu avoir la maladie, être piqués par une tique avant. Mais ils déclarent la maladie à ce moment-là. Enfin, ils déclarent la maladie. Ils commencent finalement la maladie ou la maladie devient visible à ce moment-là. OK. Donc, une autre question qu'on a ici, c'était quel est le modèle mathématique utilisé pour la projection des cas de maladie à l'horizon 2050? Dans notre étude, je n'ai pas utilisé un modèle en tant que tel, c'est plus des rapports de proportion. Si le taux d'incidence dans les zones endémiques, par exemple en 2019 est de tant, concerne tant de personnes, si en 2050 on estime qu'il y a tant de personnes dans la zone endémique, on applique le rapport d'incidence, le taux d'incidence, et ça nous donne le nombre de cas. Les modèles, sont plus inclus dans la projection de la population du Québec ou la projection climatique. Mais ça, c'est pas moi qui les ai fait. J'ai utilisé les données des autres modèles, en fait. OK, merci. On a un autre commentaire. Merci pour cette présentation. Des actions de lutte antivectorielles sont-elles envisagées et leur impact serait-il modélisable? Je ne sais pas ce qui est entendu par mesure de lutte antivectorielle. Pour les tiques, c'est quand même assez difficile. C'est pas comme les moustiques qu'on peut épandre un produit pour essayer de diminuer. La maladie de Lyme, généralement, c'est plutôt des mesures de prévention individuelle sur lesquelles on mise, que les gens sachent à quelle période sont à risque, porter les pantalons longs, les chaussettes par-dessus les bas par-dessus les pantalons, les manches longues, s'inspecter en revenant, c'est les mesures les plus efficaces. OK. La maladie de Lyme serait-elle reconnue comme maladie professionnelle? Et si oui, est-ce que le fardeau économique attribué au travail serait considéré? Donc la maladie de Lyme vient juste d'être reconnue comme maladie professionnelle. Là, cette année, je crois que Carl en sait plus que moi là-dessus. Donc c'est sûr que ça va pouvoir aider à estimer mieux les coûts associés à la maladie de Lyme acquis en milieu professionnel. Mais nous, on n'a pas pu l'intégrer dans notre étude. OK. Une autre question pour l'analyse économique. Est-ce que vous avez considéré que les cas sont détectés de manière précoce ou tardive? On a fait les deux. On a essayé d'estimer dans le tableau clinique, on a essayé d'estimer quelle proportion de cas est détectée précocement et tardivement. Puis on sait que le traitement associé n'est pas le même. Donc on a essayé d'effectivement d'évaluer le coût en prenant en compte cette différence de détection de stade clinique finalement. Merci beaucoup. Une dernière question qui est écrite ici. Comment prévoyez-vous ventiler vos résultats de fardeau? Pour la province, par région ou bien d'une autre façon? Dans un premier temps, on l'a fait à l'échelle de la province, mais on a aussi regardé à chaque information finalement a été aussi ventilée au niveau régional parce c'est une information qui nous semble importante. Chaque région est différente de son profil par rapport à la maladie de Lyme. Et en fonction de qui sera amené à lire le rapport, ça peut être d'intérêt de savoir qu'est-ce qui se passe dans telle ou telle région. Donc oui, ça sera par région. OK. Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Vraiment, un grand merci, Marion. C'était super intéressant. Puis, on a hâte là, de voir les résultats finaux, là, surtout de l'analyse économique en ce qui me concerne. Là. Mais, vraiment, un grand merci d'avoir pris ce temps pour nous parler de ton projet aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Alors, donc maintenant, je vais vous présenter notre deuxième conférencier, Carl Forêt-Bérard, et ses pronoms sont il, lui. Donc, Carl, je ne sais pas si tu veux ouvrir ta caméra. Oui, merci. Bienvenue, Carl. Carl est conseiller scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec. Avant de se joindre à l'Institut en 2016, il a obtenu une maîtrise en pharmacologie clinique à l'Université de Montréal. Il est passionné d'entomologie et ses plus récents travaux ont porté sur les zoonoses, notamment les maladies vectorielles transmises par les tiques et les moustiques au Québec. Au cours des dernières années, Carl a participé au monitorage d'espèces de moustiques invasives à la frontière canado-américaine, au développement de contenus de sensibilisation sur les tiques sur différentes plateformes
et à la coordination de projets de sciences citoyennes visant à explorer de nouvelles avenues pour appuyer la surveillance des zoonoses dans la province. Donc, Carl, à toi la parole. Tu peux partager ta présentation. Qu'elle est visible. Oui, parfait. Ça fonctionne? Oui. Bonjour tout le monde. Donc, merci Tamari, merci Mélanie aussi de me recevoir. Content d'être ici avec vous. Avant de commencer, je voudrais peut-être juste mentionner que je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer et que le projet que je vais vous présenter aujourd'hui est financé par l'Agence de la santé publique du Canada, un projet qui a eu lieu en 2019. Et donc, je vais vous faire le petit topo, le petit survol de ce projet-ci. Aussi, avant de commencer, je veux quand même reconnaître qu'il y a toute une équipe qui travaille avec moi. C'est moi qui vous présente ce projet-ci. Il y a Marion qui vient tout juste de vous parler, qui en faisait partie, mais il y a toute une équipe derrière moi. Donc, je voudrais évidemment reconnaître leur travail de passage. En termes de plan de présentation, ça va être très standard, là. Donc, je vais faire un bref survol du contexte, la méthodologie, les résultats, la conclusion. Je veux quand même mentionner que c'est un projet de nature très exploratoire, donc attendez-vous pas à des grosses analyses statistiques à ce niveau-ci. Et puis, je vous invite à poser vos questions à la fin. Je vous invite à les adresser là, dans tous les ordres possibles. En termes de contexte, je vais passer rapidement parce que Marion a déjà adressé le sujet, mais juste pour dresser la table avant, en fait, dresser la table pour ce projet-ci. Je vais rebondir sur ce que Marion vous a présenté pour vous amener un petit peu ailleurs. Je pense que la maladie de Lyme au Québec, au Canada, n'a plus besoin d'introduction. Les tiques font partie de notre quotidien. La raison d'être du projet, en fait, c'est qu'on sait que les tiques ont gagné du terrain à travers le pays. Notamment, on l'explique par les changements climatiques, les changements de la couverture végétale, du comportement des animaux, le comportement des humains. On sait que c'est une maladie qui peut être invalidante, qui est transmise par les tiques, la tique Ixodes scapularis, que les cas sont en hausse au Québec comme au Canada, avec un pic en 2019. On sait que c'est une maladie qui peut être traitée par les antibiotiques quand c'est détecté, diagnostiqué et traité rapidement après la piqûre. On sait également qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de vaccin ou de traitement préventif pour les humains à l'heure actuelle. Raison de plus pour favoriser la dissémination d'informations et la sensibilisation dans les différentes populations. On sait également que une très grande portion des travailleurs extérieurs qui sont plus vulnérables parmi la population par leur niveau d'exposition à ce genre de maladie-là, donc la maladie de Lyme, mais aussi les autres maladies transmises par les tiques. Et donc, tout ça nécessite, en termes de santé publique, différentes interventions. C'est passé le petit topo. Pour adresser ces problèmes-ci, les autorités de santé publique vont faire deux choses. D'abord, la surveillance, mais aussi de la prévention. Donc là, ici, une liste non exhaustive de toutes les différentes campagnes de sensibilisation qui existent. Je vous ai donné des exemples provinciaux, fédéraux, des choses qu'on a développées à l'Institut. C'est sûr que ça part un peu dans tous les sens. Là, on peut en avoir à la radio, à la télévision, des annonces, des dépliants, des affiches, même des expositions itinérantes à l'Institut, parce qu'on sait que les ressources sont un peu limitées. Il y a certaines campagnes qui vont se concentrer sur la population générale, négligeant certaines sous-populations, par exemple chez les travailleurs. Donc, à l'Institut, on a développé un e-learning, une formation interactive en ligne sur le site de l'Institut, par exemple, ou des dépliants qui se concentrent plus spécifiquement pour les travailleurs. En marge de ça, là, je vais passer très rapidement là-dessus parce que Marion en a déjà parlé. On a aussi la surveillance intégrée qui est menée par la santé publique. Sans rentrer dans trop de détails, je vais simplement mentionner qu'il y a, donc c'est intégré parce qu'on compile des données de différentes sortes, des données humaines et des données de tiques, donc des tiques qu'on va retrouver sur les animaux chez les humains, mais aussi la surveillance active, où on va activement aller rechercher les tiques dans l'environnement, dans les environnements boisés. Et en compilant toutes ces données-là, ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de la situation, puis de mieux diriger les interventions et les activités de prévention. Ça permet aussi de générer la fameuse carte de risque par municipalité. Celle de cette année est affichée à l'écran.
Le problème avec ça, c'est que même si la surveillance active où on passe la flanelle dans le boisé est la méthode standardisée, reconnue, puis qu'elle fournit des données intéressantes, il y a quand même des lacunes, notamment parce que ça prend beaucoup de ressources et puis que ça nécessite donc une main-d'œuvre, une disponibilité sur un territoire qui est toujours plus grand à cause des changements climatiques. Donc, ça nécessite peut-être, ça l'invite à avoir des réflexions sur savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Encore ici, sans entrer dans trop de détails, chacune de ces approches-là, quand on les compile, vont nous permettre d'avoir la carte, mais ils ont aussi leurs forces et leurs faiblesses. Donc, on se questionnait à savoir est-ce qu'il y aurait des pistes d'amélioration possibles à considérer. On se questionnait aussi à savoir, en sachant que c'est principalement des personnes, des travailleurs extérieurs ou des personnes passant beaucoup de temps dans les environnements à risque où on retrouve des tiques porteuses de la bactérie, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une pierre deux coups et puis de faire de la sensibilisation de ces personnes-là pour les protéger davantage, mais aussi de les recruter pour faire elles-mêmes la sensibilisation et peut-être des activités d'échantillonnage. Pour rebondir sur la question qu'on a eue tout à l'heure sur la santé professionnelle, la maladie de Lyme a été reconnue c'était la semaine dernière ou la semaine précédente là, dans le projet de loi 59, où on statue vraiment comme quoi la maladie de Lyme est reconnue comme maladie professionnelle, ce qui n'était pas le cas au moment de déployer ce projet-ci en 2019. Par contre, on savait déjà par la littérature scientifique sur le sujet qu'en termes de santé occupationnelle, de santé au travail, c'était des populations à risque. Puis ça part dans beaucoup de sens. On a des travailleurs, évidemment, les typiques, les travailleurs forestiers, les travailleurs des animaux de la faune, des animaux sauvages, mais ça va aussi dans les inspecteurs d'environnement, ceux qui font les travailleurs de pourvoirie, les travailleurs dans le personnel militaire aussi, les biologistes, les travailleurs étrangers temporaires, les travailleurs de camp de jour, la liste va rapidement en augmentant. Et donc, c'est là qu'on introduit la science citoyenne comme moteur de cette idée-là. La science citoyenne, on la retrouve de plus en plus, ça a le vent dans les voiles, ça s'applique à tous les domaines scientifiques en passant de la surveillance des espèces invasives à la surveillance des espèces en voie d'extinction, en astrophysique, en changement climatique, etc., etc. Pour en faire une description très rapidement, là, la science citoyenne, ça peut se définir comme étant n'importe quelle forme de projet de production scientifique où on a des scientifiques professionnels qui vont s'allier à des scientifiques amateurs ou des citoyens qui vont participer ensemble de façon concertée vers un plan, un objectif commun, puis où le citoyen peut avoir un rôle à toutes les étapes du processus, donc tant à la collecte des échantillons, par exemple, qu'au niveau d'analyse. Donc voilà, je vous ai mis certains exemples à l'écran en termes des exemples qui portent en santé publique ou à l'étude de vecteurs potentiels de maladies. Une application en Allemagne où on fait le monitorage d'espèces de moustiques endémiques et invasives, ou plus proche de la maison, la plateforme e-TIC qui prend toujours plus d'ampleur, où on fait la caractérisation, la détection par photographie de tiques dans les différentes provinces du pays. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait utiliser la science citoyenne pour faire une pierre deux coups et puis recruter ces gens-là qui sont vulnérables pour contribuer à l'effort de surveillance. Donc, avec ce projet-ci, on a voulu faire une formation de formateurs et puis en s'appuyant sur la science citoyenne pour essayer d'évaluer la faisabilité et la mise en œuvre. Donc, il y avait une notion un peu exploratoire pour voir s'il y avait pas, si cette idée-là pouvait effectivement nous amener à faire de la meilleure sensibilisation et voir s'il y avait un potentiel pour contribuer aux efforts de surveillance dans la province. Voilà, ça c'était la table. Donc, je vais passer rapidement à la méthodologie, je vois le temps qui passe. Donc, essentiellement, le concept de la formation, c'était donc d'abord de développer une formation à l'Institut en se basant sur les recommandations provinciales et fédérales en la matière, sur la revue de littérature aussi. Et puis, à partir de cette formation-là, recruter des ambassadeurs ou des nouveaux formateurs qu'on a ciblés avec un partenariat avec Conservation de la Nature Canada, qui est un organisme privé à but non lucratif qu'on retrouve partout au Canada et qui a comme objectif de, évidemment, faire la conservation naturelle de leur territoire par
en les sécurisant puis en favorisant leur restauration et leur gestion à long terme. On en retrouve au Québec, mais aussi à travers d'autres provinces. Donc, on a recruté des gens chez eux qui étaient principalement des travailleurs extérieurs, des gestionnaires de parcs et autres, pour devenir nos ambassadeurs. Ils ont reçu notre formation et puis après ça, on leur demandait de mener au courant d'une période d'activité, des activités de sensibilisation et des activités d'échantillonnage d'éthique, évidemment en leur donnant toutes les formations et le matériel nécessaire pour ensuite faire une rétroaction puis regarder combien d'activités, combien de personnes, combien d'éthiques avaient été collectées. Donc ça, c'est le plan de match grossièrement dit. Je vous ai mis ici la ligne du temps. Essentiellement, je vais passer là, sans aller dans trop de détails. Donc, on a donné la formation en mai 2019, une période d'activité autonome, donc où les gens avaient carte blanche pour mener leurs activités de juin à septembre 2019. On avait évidemment des suivis à distance et puis on pouvait les assister aussi à distance là, au besoin. Et ensuite, on compilait les données colligées à l'automne de 2019 pour ensuite partager les résultats. En termes de trousses de départ, on les outillait de deux manières, donc avec des outils théoriques, mais aussi des outils pratiques pour faire l'échantillonnage. Les ateliers de formation duraient à peu près 3 heures, donc 90 minutes de formation théorique, et puis 90 minutes de pratique, c'est-à-dire où on sortait dans l'environnement immédiat de la formation. À cette époque-là, c'était des formations en présentiel. Et puis, on faisait la mise en pratique de la collecte d'éthique pour que les gens se familiarisent avec le processus. On leur donnait évidemment une flanelle déjà construite pour réaliser ces activités-là, mais on leur expliquait aussi comment construire la flanelle et on leur donnait aussi l'équipement nécessaire pour se protéger, donc l'insectifuge, mais aussi la combine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prise de risque non nécessaire. Sinon, ici, je vais passer rapidement. J'imagine que certains d'entre vous sont déjà familiers avec le processus le vrai protocole standardisé de collecte d'éthique dans l'environnement. En fait, c'est qu'à tous les 25 mètres, on va vérifier notre flanelle qu'on passe dans les sentiers pour vérifier la présence de tiques. On a essentiellement copié le protocole qui est utilisé dans la surveillance active régulière, mais on l'a simplifié un petit peu, simplement pour, encore une fois, protéger les ambassadeurs puis éviter qu'ils s'exposent inutilement. Il faut comprendre aussi que les échantillonnages étaient faits sur une base volontaire exclusivement, ils n'étaient pas forcés de le faire, et puis qu'on leur a demandé aussi de remplir un formulaire de consentement éclairé avant de procéder pour être sûr qu'ils se sentaient à l'aise de mener des activités, mais qu'ils avaient bien compris le risque auquel ils s'exposaient. Même chose ici, c'est en photographie avec notre collègue Catherine qui fait l'échantillonnage, donc juste pour la mettre en image, à quoi ça ressemble quand on fait l'échantillonnage. D'autres photos, je crois, pour simplement ici mentionner que les échantillonnages, mais, comme je le disais tout à l'heure, on en a eu un premier échantillonnage au moment de la formation, donc ce qu'on appelait l'échantillonnage supervisé pour une mise en pratique de ce qu'on avait enseigné du protocole, s'assurer que les gens avaient bien compris comment faire l'échantillonnage, puis après ça, on leur demandait de faire au moins 2 activités de collecte au courant de la période d'activité, en plus de 2 activités de sensibilisation. Ensuite, ils conservaient les échantillons dans de l'alcool et à la fin de la période du projet, ils nous les envoyaient par la poste pour nous les identifier à l'espèce et ensuite faire le dépistage, voir si les tiques collectées contenaient, si on pouvait trouver des traces de pathogènes, notamment de la Borrelia burgdorferi. En termes de résultats. Donc ici, des images des échantillonnages et des activités de formation, simplement pour référence. Encore une fois, ici, un exemple d'un territoire qui est une servitude de Conservation Nature Canada où le point de départ, le point de conclusion, documenter l'environnement où on a pris on a fait l'échantillonnage à titre de référence. En termes de distribution géographique, ici, vous avez en jaune les 3 ateliers de formation qu'on a donnés, un en Chaudière-Appalaches, un en Estrie et un en Outaouais. Et ensuite, en orange, les différentes activités de sensibilisation qui se sont organisées. Donc, on peut voir que ça couvre un territoire quand même assez vaste. Je pense, à mon souvenir, c'était à peu près 450 à 500 km de large d'est en ouest, donc qui va beaucoup plus loin
que les endroits où on a eu les activités de formation. Puis les activités, on leur donnait carte blanche pour que ce soit des activités soit indépendantes, autoportantes, organisées pour le bien de ce projet-ci, ou conjointes à des activités, greffées à des activités régulières de leur programmation professionnelle, par exemple. Ça peut être des activités physiques en personne ou des activités virtuelles comme lesquelles maintenant on est très habitué à celles-là. Donc, ça peut être des kiosques d'information ou du partage d'informations en ligne, des soirées conférences, des stands d'information. Toutes les réponses étaient bonnes. Ici, en mauve, on a les activités d'échantillonnage, donc encore une fois sur à peu près le même territoire. Des échantillonnages, donc chacun font 2 kilomètres de parcours dans le milieu forestier. En termes de résultats bruts, ce que ça donne, toutes ces activités-là, je vais expliquer, ceci est en anglais, j'ai oublié de la traduire, mais ça donne qu'on a des activités qui ont été réalisées dans 7 régions socio-sanitaires différentes de la période de mai à octobre 2019, 3 ateliers de formation qui ont formé 18 ambassadeurs, dont 16 ont été actifs durant la période d'activité, 28 activités de sensibilisation qui ont permis de sensibiliser au moins 1860 personnes directement, ce qui ne compte pas les personnes qui auraient été sensibilisées dans les activités à large spectre, par exemple un stand d'information où on n'a pas moyen de comptabiliser, ou une infolettre, par exemple, qu'on diffuse à tous les vents. Donc, c'est vraiment le nombre, ce qui veut dire que le nombre est très probablement sous-estimé. 28 activités de collecte de tiques, qui nous ont permis de collecter 36 tiques qui se sont tous avérés être des Ixodes scapularis. 2 notes là-dessus, il y a à peu près 10% des personnes qui ont été sensibilisées qui appartenaient qui se sont fait dans leur cadre de travail. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces personnes-là n'étaient pas nécessairement ciblées par les mesures dans le programme de santé sectorielle. Donc, il n'aurait pas nécessairement été priorisé et donc il n'aurait pas nécessairement été ciblé par les activités de sensibilisation régulières. Donc, ils ont bénéficié de ces activités-là. Et puis, l'autre note par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est que les tiques provenaient majoritairement de zones où on avait déjà de l'information sur leur présence sur le territoire, mais à 2 endroits, c'est venu complémenter les données qu'on avait déjà par la surveillance active. Donc, c'est venu complémenter la carte de 2019 à 2020. Et sinon, le feedback, la rétroévaluation, les commentaires des gens étaient très, très positifs en mentionnant qu'ils se sentaient globalement beaucoup plus préparés pour tous les enjeux reliés aux tiques et à la maladie de Lyme en général, au travail et à la maison. En conclusion, je vais simplement revenir sur le tableau que je vous ai parlé tout à l'heure pour mentionner que, comme je le disais, là, chacune de ces aspects-là ont des forces et des faiblesses. Et le projet ambassadeur, lui aussi, a des forces et des faiblesses. Donc, on le voit plutôt pas nécessairement comme une alternative aux différentes mesures qui sont déjà en place, mais plutôt comme un aspect complémentaire qui vient bonifier les choses, qui vient bonifier en fait ce qu'on faisait déjà. Voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour. Ça, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Et puis, je vais vous laisser le micro pour les questions dans les dernières minutes. Merci beaucoup, Carl, vraiment. Présentation très intéressante, très belle visuellement aussi. On a quelques questions qui commencent à rentrer dans le chat. Bon, est-ce que les DSP régionales ont eu connaissance des ambassadeurs dans sa région et des résultats de surveillance? Merci. C'est une bonne question. Je vais devoir je vais devoir consulter ma mémoire parce que ça fait quand même 2 ans. À mon souvenir, ce projet-là, on l'avait quand même diffusé dans nos différents réseaux, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines régions qui en étaient plus conscientes que d'autres. C'est aussi parce qu'on avait des collaborateurs plus directement impliqués au niveau des directions régionales. Mais en théorie, l'information, lui, avait circulé. Cette information-là, ce que vous voyez à l'écran aussi, là, il y a différentes publications qui ont suivi. Donc, l'information devrait être disponible, mais sinon, il y a possibilité de partager cette information-là encore. Merci. Est-ce qu'il y avait des ambassadeurs de différentes langues et origines culturelles, ou bien sinon dans les populations rejointes?
C'est une excellente question aussi. Je n'ai pas présenté la distribution démographique là, des ambassadeurs. C'est sûr c'était un petit projet, donc on avait une quinzaine d'ambassadeurs. C'était à peu près, on avait presque la parité homme-femme, des gens de 25 à 55 ans environ. En termes de background socioculturel, on ne s'est pas posé la question, mais le recrutement se fait surtout sur base d'intérêt, de disponibilité, mais aussi en ayant une conscience d'avoir des gens qui étaient quand même, je veux dire, des travailleurs extérieurs qu'on sait qui sont habitués de mener des activités de sensibilisation ou d'échantillonnage dans l'environnement pour des raisons de sécurité principalement. Mais je sais qu'il y avait quand même, sans que ça soit documenté, qu'il y avait quand même une certaine diversité dans ce qu'on a eu comme ambassadeur. Merci. Puis moi, j'avais une question aussi. Je me demandais, est-ce que vous envisagez d'élargir le projet, peut-être pour englober d'autres zoonoses ou bien sinon pour cibler d'autres populations qui sont exposées à la maladie, comme par exemple les acteurs du secteur de la forêt privée? Absolument, une excellente question. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais ce projet-ci, on a repris, fort de ce succès-là, on a repris la même formule, la même recette pour l'appliquer cette année-ci, en 2021, pour les maladies transmises par les moustiques. Donc, la même logique de sciences citoyennes, d'ambassadeurs, de formation, mais plutôt que de se concentrer sur la maladie de Lyme transmise par les tiques, on est allé voir les maladies transmises par les moustiques. Donc, ça, c'est déjà la même adaptation qui, je ne présente pas aujourd'hui parce que c'est un projet qui est présentement en cours, donc avec des données préliminaires. Donc, ça, c'est une première adaptation. L'autre chose, c'est que, évidemment, c'est un projet qui a... on a fait ses preuves ici, hein, c'était vraiment une preuve de concept, voir que les gens embarquaient, les gens étaient capables de participer, de mener des activités de sensibilisation et de collecte par eux-mêmes avec un soutien à distance. Mais la prochaine étape, ce serait évidemment d'avoir, avec un financement récurrent et un partenariat peut-être un peu plus grand, de pousser plus loin l'idée, le concept, puis d'aller peut-être plus loin vers le nord ou plus loin d'est en ouest, d'élargir un petit peu peut-être avec les provinces avoisinantes. En 2019, parmi les collaborateurs du projet, on avait des gens de Parc Canada qui étaient impliqués et qui se sont montrés intéressés à peut-être implémenter ce genre de formation-là. Évidemment, la pandémie est venue un petit peu bousiller tout ça, mais certainement, il y a possibilité d'étendre tout ça. C'était un petit peu la raison d'être du projet, de montrer que c'était réaliste et faisable. Bon, puis une dernière question qu'on a le temps de prendre, c'est considérant que l'échantillonnage n'est pas fait partout annuellement, est-ce qu'il est prévu d'adapter les définitions nosologiques permettant de confirmer les cas? De plus, dans le contexte d'un territoire qui n'aurait pas été ciblé par des activités d'échantillonnage ces dernières années, mais qui se trouve au milieu d'une zone où la tique est considérée endémique, est-ce qu'il faut absolument attendre les résultats de l'échantillonnage pour la déclarer endémique? C'est une excellente question, une très grosse question. Je ne me sens pas tout à fait à l'aise de parler de définition nosologique, ça sort un petit peu de mon champ d'expertise. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ce qui est intéressant avec ce genre de projet-ci, c'est que, par exemple, c'est vrai qu'avec la surveillance, on va une ou deux fois dans des régions. Certains sites sont récurrents d'une année à l'autre, d'autres sont changeants. C'est sûr qu'on a un profil, il y a beaucoup de variables qu'on amène à dessiner la carte. Ce projet-ci est intéressant parce que justement, ça vient remplir des trous ailleurs, aller tâter le terrain, si vous me prêtez l'expression. Mais après ça, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir les résultats d'échantillonnage pour catégoriser les zones. Mais par contre, il y a quand même une standardisation, il y a un processus derrière tout ça pour... il y a des catégories, des conditions pour l'établissement des zones à risque. Puis je pense qu'il ne faut pas déroger de cette hiérarchie, de cet algorithme de décision-là. Je pense qu'il faut quand même le conserver pour justement essayer en prenant en considération qu'il y a tellement de variables, de ne pas nécessairement tout mettre les œufs dans le même panier. Bon, un grand merci, Carl. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour ce webinaire.